Eh bien, bonjour à tous. Je pense que vous allez, commencer à arriver sur, la session du live. Merci de nous rejoindre ce matin. Je pense que vous allez être très nombreux, participer à cette, session. Pour ceux qui, sont déjà arrivés, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, pour, poser, plein de questions. On tâchera d'y répondre et même tout au cours de la session. Et on a même laissé une session sur les questions à la fin, mais vous pouvez, nous interrompre, et en plus, n'hésitez pas à dire, qui, qui vous êtes, si vous êtes, en CDI, freelance et cetera, qui est une tendance actuelle, dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, on va, commencer, d'ici, quelques instants et puis on va se présenter avec Benjamin. Voilà. Bon, bonjour mon père Benjamin. Ça me fait, très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que, on aime bien se le rappeler, mais ça fait quelques années qu'on se connaît. Et du coup, entre 2 passionnés, du recrutement, du sujet et 2 experts, du coup, ça me fait très plaisir que t'inviter sur cette masterclass et pour que tu puisses, partager à l'audience, tout ton savoir là, de prendre ton cerveau et vraiment de partager, toutes les tendances, autour du métier de talent acquisition parce que tu en as vu des choses ces 6 Mmh. dernières années et tu continues, d'en voir. Donc du coup, bienvenue à toi. Bah, écoute, merci beaucoup pour, l'invitation, Clément. C'est vrai que, comme je te disais juste avant, finalement, ça fait déjà depuis 2018 qu'on se connaît. On avait échangé sur, LinkedIn, on s'était rencontrés dans un café dans le Sentier. Donc, ouais, c'est trop cool de pouvoir, faire en tout cas ce webinaire avec toi. Ouais et puis, j'avais besoin de rencontrer un expert qui connaissait vraiment le recrutement parce que moi je suis pas du tout du recrutement à la base. Je venais de la partie commerciale, sur la partie logicielle et toi tu étais déjà dans le jeu et tu avais une idée, c'était de lancer, le recrutement de recruteurs, d'être super, spécialiste, sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui tu es, ce que tu fais, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si, je pense dans ce fabuleux univers du talent acquisition, il y en a deux trois Mmh. qui te connaissent. Ouais, bah, écoute, ça va être assez simple comme introduction. Moi, ça fait déjà 11 ans que je fais du recrutement. J'ai commencé plutôt en cabinet de chasse dans les métiers du digital et en fait, assez rapidement, j'ai voulu me lancer indépendant et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une niche sur laquelle me lancer. Et effectivement, ça avait du sens de recruter des recruteurs parce que finalement, moi, ce que je constatais souvent, dans le passé quand je recrutais dans le digital, c'est que c'était pas facile d'évaluer les hard skills des candidats parce que finalement, j'avais jamais fait leur métier, quoi. Tu me parlais d'un chief data officer, bon, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il fait concrètement de sa journée? J'en avais aucune idée. Et donc du coup, c'est vrai que ça c'est venu assez naturellement de me lancer dans la niche de recruter des recruteurs. Donc ça fait déjà 6 ans que je fais ça. Toujours dans l'écosystème, start-up, scale-up. Donc vraiment recruter des recruteurs en CDI pour, cet écosystème. J'ai eu l'occasion vraiment de travailler sur toutes les typologies de recruteurs. On va pouvoir y revenir parce que c'est vrai que Mmh. c'est pas la même chose, un recruteur en start-up, un recruteur en scale-up, un recruteur en cabinet. C'est vrai que c'est des profils et des compétences, vraiment, très différentes. Et j'ai aussi eu l'occasion, tu vois, de cofonder, Recruteur, Kitchen, qui est aujourd'hui la plus grande communauté de recruteurs francophones sur, Slack. À Et l'heure vous êtes actuelle, je combien crois là qu'on maintenant? ouais, je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai refait un peu les stats, je crois qu'on est plus de 7 000. Bon, ça fait un petit Sept bout de mille, temps, c'est hein. énorme. Ouais, 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 Recruiter Kitchen, je crois que ça fait déjà je me demande si on va pas commencer à fêter bientôt les 10 ans, en vrai. Ouais. L'idée est venue assez rapidement à l'époque avec, Amélie, Collinet et c'est vrai que depuis, 2024, parce qu'on va en parler un peu de l'état du marché, c'est vrai que 2023-2024, ça a pas été des très bonnes années, on va dire, pour, les recruteurs, en CDI. Donc moi, j'ai eu l'occasion, de me relancer, sur des missions, freelance, donc, d'accompagner des clients où pendant 3 à 6 mois, j'étais directement intégré chez le client et je les accompagnais sur plusieurs recrutements. Et ben, en fait, dans cette histoire-là, je me suis rendu compte que j'avais d'autres clients qui me contactaient et moi, la réalité, c'est que j'étais du coup déjà en mission. Ah oui.
En fait, à l'époque, ce que je faisais, c'est que, bien sûr, j'ai beaucoup de recruteurs indépendants qui sont maintenant des amis, donc je leur référais du business, un peu gratuitement. En fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai business de référer du business et donc effectivement, on a lancé, du coup, Pepper avec un très bon copain à moi qui s'appelle, Léo. Hem Et ça fait du coup depuis 1 an que maintenant aussi on travaille avec des startups et des scale-up sur leur recherche de recruteurs freelance. Donc en fait, les contextes sont assez simples. Ça peut être parfois des remplacements de congés maternité, par exemple. Ça peut être des départs, combler un départ à l'espace de 3 mois, le temps de trouver un nouveau recruteur. Ou ça peut être, effectivement le classique cas d'un accroissement d'activité. Donc on se rend compte que sur un quarter, on va devoir, recruter, une nouvelle équipe. Bah, ça peut avoir peut-être plus de sens de recruter un recruteur freelance que de recruter un recruteur en CDI. Parce qu'effectivement, ce recruteur freelance a cette flexibilité que quand cette nouvelle équipe est construite, il peut partir. Donc aujourd'hui, là, tu as une dizaine de personnes, déjà en mission. Ouais. Donc du coup, ça marche, super bien, quoi. Ouais, non, franchement, on va en parler parce que ça sera un des gros sujets aujourd'hui. Je pense qu'il y a une belle tendance sur le freelance. Mmh. Là, vraiment, le démarrage d'année 2025, on est vraiment hyper content avec Léo parce qu'effectivement, on a pas mal de business et on sent qu'il y a une vraie demande pour de, de très bons recruteurs freelance. Bon, bah, génial, Benjamin. Donc du coup, si on veut parler, freelance, si on veut parler, recrutement, CDI, tu es la personne, à qui il faut parler, pour, les talent acquisition. Donc du coup, présentation, faite à l'audience. Et donc du coup, pour ma part, et pour la part de Rocket for Sales, peut-être que vous ne connaissez pas tous. Nous, on est le premier cabinet spécialisé sur les sales dans la tech. Donc du coup, on est dans un écosystème très similaire au tien, Benjamin. Et on ne fait que du recrutement de commerciaux. Donc, que ça soit du BDR, donc du coup, ceux qui vont faire la prise de contact jusqu'à la partie direction commerciale, donc compte exécutif, CAM, et direction commerciale. On fait aussi des sujets un peu atypiques, mais toujours liés aux directions commerciales, donc ce qui va être pre-sales, et sales operations, qui sont un peu nos spécialités chez nous. Et on est 15 personnes, uniquement spécialisées sur ces sujets-là. Et en 6 ans, on s'est lancé en même temps avec toi, Ben, mais on a vu à peu près 40, un peu plus de 42 000 personnes. Et on suit au quotidien un peu plus de 3 800 personnes qui sont vraiment spécifiques, et bons sur le marché. Et donc, du coup, on accompagne pas mal de clients sur ces sujets-là, que ce soit des éditeurs de logiciels internationaux ou français, sur ça. Donc, chouette, parce que en fait, le parallèle, c'est un peu le même que le tien, où tu t'es dit, bah, qu'est-ce que je vais recruter? En fait, moi, c'est aussi un peu tombé sous le sens où aujourd'hui, en fait, je recrute des commerciaux. J'étais un commercial, j'ai plutôt bien marché sur le marché. Et après, en fait, c'est devenu un peu naturel de dire, en fait, je connais ton métier, donc du coup, je vais pouvoir savoir qui tu es et de savoir t'emmener au bon endroit dessus, d'où le positionnement d'agent de commerciaux. Voilà, présentation faite. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler des compétences recherchées, que ça soit hard skills, soft skills? C'est quoi ta vision sur ce sujet-là aujourd'hui, Benjamin? Ouais. En fait, c'est vrai que j'aime bien dire qu'il n'y a pas un bon recruteur. Je pense que le plus important, c'est d'avoir le bon recruteur pour le besoin donné. Donc, si c'est par exemple, j'aime bien souvent dire, que, par exemple, une entreprise comme Zara va pas chercher le même recruteur qu'une entreprise comme Doctolib, par exemple. Et encore plus dans une entreprise comme, par exemple, Doctolib, les profils de recruteurs seront très différents. Donc, les recruteurs sales ne seront pas les mêmes que les recruteurs tech. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de dire qu'il y a vraiment des skills précis, en tout cas pour un recruteur. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que, en tout cas, un recruteur devrait idéalement avoir en fait un set de skills qui serait donc du coup inspiré en fait de plusieurs métiers. Donc effectivement, pour moi, idéalement, un recruteur devrait être un bon sales. C'est-à-dire quoi être un bon sales? Effectivement, c'est toute la partie, je pense, être capable d'écouter les besoins profonds du candidat pour lui vendre du coup, en tout cas l'amener vers la bonne opportunité et l'accompagner pendant tout ce process
jusqu'au closing. Va y avoir effectivement, moi j'aime bien mettre aussi des compétences de marketing. Donc le marketing, c'est quoi finalement? C'est toute la partie, par exemple, copywriting, donc quand on écrit des messages d'approche sur LinkedIn pour contacter des candidats. Donc avoir effectivement ces notions de copywriting, ça peut faire vraiment des différences quand un candidat aujourd'hui, des candidats très sollicités peuvent recevoir effectivement de nombreux messages. Et moi, c'est aussi une compétence que j'aime beaucoup mettre en avant maintenant, aujourd'hui chez les recruteurs, c'est ce qu'on pourrait appeler le tooling, ou maintenant le nouveau mot qu'on voit de plus en plus sur LinkedIn, qui est le RecOps, qui vient un peu des Comment tu le définis, DevOps ou des le SalesOps. RECOP? Ouais, Pardon, je te coupe, le RECOPS, comment tu le définis? ouais, le RecOps, finalement, ça vient des tendances qu'on avait un peu chez les DevOps ou les SalesOps. Donc, en fait, c'est toute la partie vraiment outils. Et aujourd'hui, comment en fait un recruteur peut s'aider d'outils pour gagner en productivité ou pour trouver peut-être plus facilement des candidats, par exemple. Donc, ça va être en général beaucoup sur l'ATS. Donc, l'ATS, c'est l'Application Tracking System. Donc, l'outil en général qui sert pour un recruteur pour soit mettre les candidats qu'il va chasser, soit traiter les candidats qu'il reçoit via des job boards. Donc effectivement, savoir bien optimiser son ATS, finalement, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui, je pense, le font bien. Et d'ailleurs, on se rend compte dans beaucoup de stats que les recrutements faits, en fait, sont des candidats qui étaient déjà dans l'ATS. Donc c'est quand même assez incroyable de savoir qu'aujourd'hui, l'ATS, c'est quelque chose qui est quand même assez mal maîtrisé. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut parler aussi d'IA. Il y a plein de sujets intéressants pour que les recruteurs gagnent du temps, éliminent les tâches en fait répétitives et à faible valeur ajoutée pour effectivement se concentrer sur l'essentiel, la relation avec le candidat, l'accompagnement du candidat pendant le processus de recrutement, l'expérience et aussi effectivement gagner du temps sur toute la partie sourcing. Ouais. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en disant, bah, tiens, chez Zara, ils ne vont pas prendre le même que chez Docto. Et chez Docto, il y a peut-être plusieurs qui seraient sur les sales, sur la tech, etc. Comment un peu tu différencies pardon, ces profils? Comment tu les vois? C'est par exemple un Zara ou d'autres profils, d'autres sociétés. Comment tu arrives à les différencier? Ouais. Je pense que c'est là l'importance évidemment du kick-off meeting, en tout cas de l'entretien que je peux avoir avec un client pour vraiment définir son besoin. C'est sûr que pourquoi je prends l'exemple de Zara? Bon, alors parce que je vis à Coruña en Espagne et Zara vient effectivement de la Galice. Mais Zara aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est quand ils ouvrent des magasins, ils mettent des annonces en ligne, ils reçoivent des CV, ils traitent ces CV et les magasins sont staffés. Donc, c'est des profils, en tout cas sur la partie retail, où je pense qu'ils font, sans trop m'avancer, très peu de chasse de tête, très peu d'approche directe. Donc, du coup, si demain je devais avoir un échange avec Zara pour recruter un recruteur, en tout cas sur la partie retail, effectivement, j'essaierais bien de challenger, savoir si oui ou non le recruteur va avoir à faire l'approche directe. Parce que faire l'approche directe, en tout cas contacter proactivement des candidats sur LinkedIn, par exemple, sur d'autres réseaux sociaux, c'est des skills qui sont intéressants, mais qui, en tout cas, dans ce cadre, ce besoin d'un recruteur retail n'aurait aucune valeur ajoutée. Pas beaucoup. Par exemple, dans le cadre de Zara, peut-être que je préférerais un recruteur qui a eu l'habitude de gérer des grosses volumétries de recrutement, ce qui nécessite beaucoup des skills, par exemple, d'organisation, etc., etc. Et aujourd'hui, tu le vois là sur ce côté très organisé, c'est une compétence. Il y a peut-être beaucoup de CV qui tombent en ce moment. C'est peut-être une compétence qu'on te demande régulièrement, non? Ouais, je pense que organiser la rigueur, je pense que voilà, c'est être capable effectivement de traiter les CV ouais, correctement. C'est-à-dire que on va être amené à gérer de plus en plus de CV. Donc, c'est comment on les gère correctement tout en préservant aussi effectivement l'expérience candidat. Parce que, encore plus pour des marques comme Zara, demain, s'ils gèrent mal leur expérience candidat, en tout cas côté recrutement, ça peut avoir aussi un impact sur leur vente demain. Parce que un candidat qui aurait passé une mauvaise expérience chez Zara dans le processus de recrutement n'ira peut-être plus acheter ses vêtements chez Zara. Tiens, on a une question là de l'audience, donc de Gauthier notamment, qui apparaît ici. Concrètement, quelles sont les compétences en grosse et automatisation que tu vas chercher et comment tu peux les évaluer? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je vais les évaluer si effectivement, encore une fois, mon client en a besoin, parce que peut-être que le client aura peut-être pas forcément des besoins de compétences en grow ou d'automation, mais en tout cas, qu'est-ce que je peux chercher et qu'est-ce qui est pour moi intéressant pour un recruteur aujourd'hui de maîtriser?
il y a tout ce qui touche au no-code. Je pense qu'aujourd'hui, on peut automatiser quand même beaucoup de choses avec le no-code. Donc, c'est des exemples tout bêtes, hein, mais on fait une recherche sur LinkedIn, que ce soit via Sales Navigator, via d'ailleurs même l'interface classique de LinkedIn ou Recruteur. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent effectivement d'extraire sur un CSV cette recherche, de connecter ce CSV pour avoir les adresses mail pro ou perso. Et ensuite, tu peux lancer effectivement des séquences de contacts via des outils d'emailing. Donc là, déjà, tu gagnes finalement beaucoup de temps sur ta partie sourcing. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qui deviennent maintenant assez récurrentes, mais c'est peut-être pas une nouveauté, je vais vous dire, mais je pense que c'est des choses qu'il faut déjà maintenant mettre en place. C'est automatiser la prise de notes pendant les entretiens. Je veux dire, on gagne tellement de temps sur ça. Vous avez un entretien avec un candidat, donc finalement, il faut qu'il soit plutôt en visio a priori. Physiquement, je ne sais pas trop comment on pourrait le setup pour que ce soit efficace. Mais en tout cas, en visio, ça me paraît aujourd'hui une base que sur Google Meet ou sur Zoom, vous ayez une IA à côté qui va enregistrer votre entretien et qui vous fera un compte-rendu. Ça, cette tâche de compte-rendu qui était une tâche qui devait être faite par le recruteur jusqu'à très récemment, et il devait en général après le copier-coller dans son ATS pour que cette trace, son feedback soit visible par tous les intervieweurs. Aujourd'hui, ça, il n'y a plus besoin de le faire. Donc c'est vrai que c'est des tâches toutes bêtes, mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place parce qu'effectivement, ça fait gagner du temps sur des tâches qui, pour moi, n'avaient peut-être pas forcément de grosses valeurs ajoutées. Ok. Et pour compléter la présentation là, sur ce slide-là, sur les soft skills, qu'est-ce que tu attends d'une personne, tes clients attendent en termes de soft skills? Est-ce que tu peux, là, on a noté quelques points, mais c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais. Je pense qu'encore une fois, ça va dépendre aussi finalement du. C'est un peu le. Voilà. Je ne sais pas que je botte en touche, hein, mais ça va dépendre effectivement du profil qui est recherché. C'est-à-dire que si par exemple, on cherche plutôt un sourceur vs un recruteur, je ne vais peut-être pas forcément aller chercher les mêmes soft skills. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sourceur ne sera pas exposé de la même façon au candidat que le recruteur. En général, le sourceur, c'est qui? C'est une personne qui va définir la stratégie de sourcing, qui va effectivement identifier les candidats, qui va les contacter, qui va peut-être potentiellement gérer la préqualification téléphonique. Et après, effectivement, ça sera géré en général par le recruteur. Donc toute la partie interviewing jusqu'au closing expérience candidat. Donc pour te répondre, je pense qu'un recruteur, évidemment, que des notions d'empathie, d'écoute active, c'est aujourd'hui, je pense, des compétences, des soft skills indispensables parce que un recruteur qui serait pas empathique, qui n'aurait pas une bonne écoute, comment demain ça va être un bon closer? Comment il va avoir une bonne expérience candidate? Je pense que ça peut être un peu compliqué. VS, par exemple, un sourceur qui n'aurait peut-être pas des skills très pointus sur l'empathie, l'écoute active, peut-être que je lancerai moins regardant parce qu'en fait, c'est des skills dont j'aurais peut-être un peu moins besoin. Tout à fait. Mais effectivement, pour résumer, je pense que toujours, en tout cas en recrutement, ce qui revient, c'est souvent des soft skills qui peuvent se rapprocher des sales, donc ce que tu connais quand même pas mal. C'est effectivement l'empathie, l'écoute active, être bon communicant. Ouais. Ok, génial, merci. Effectivement, c'est un bon parallèle avec les commerciaux où ouais, l'écoute active, bonne capacité à s'exprimer, structurée dans le discours, bien comprendre les besoins clients, ouais, effectivement, c'est un enjeu. Et voilà. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Donc, et là, ça, c'est un sujet que j'adore parler avec toi à chaque fois. On a l'occasion de refaire le monde sur le marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances de marché et un sujet qui intéresse un peu tout le monde, le remote. Est-ce que tu peux nous parler un peu du remote et de la situation actuelle? Ouais. Du coup, moi, en fait, pour remettre un peu de contexte, quand je me suis lancé, c'était septembre 2018. Et on commençait à, en tout cas, voir de l'intérêt dans l'écosystème tech, donc startup, scale-up, de l'intérêt d'internaliser la fonction talent acquisition. Mais on était vraiment un peu au démarrage. Ça s'est monté au fur et à mesure jusqu'à, on va dire, le Covid, donc 2020. Là, il y a eu effectivement le fameux confinement, hein, qu'on oublie, ça fait 5 ans déjà. Et effectivement, il y a eu 3 mois où il y a eu un stop brutal parce qu'on ne savait pas comment gérer la situation. Et après, c'est reparti. Et c'est reparti très, 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 très fort parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné dans l'écosystème. Et effectivement, l'âge d'or, en tout cas un petit peu
de la talent acquisition dans l'écosystème Startup Scale-up, c'est globalement 2020-2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2022? La talent acquisition était très sexy. Du coup, peu de candidats disponibles sur le marché, beaucoup d'offres. Donc, on s'arrachait les candidats. Qu'est-ce qui se passe? C'est finalement quelque chose d'assez basique dans l'offre et la demande. Les salaires ont beaucoup augmenté. Pour attirer les meilleurs talents, on a commencé à proposer des conditions de travail exceptionnelles, qui parfois n'étaient pas forcément des choses d'ailleurs vraiment voulues par les entreprises, mais elles l'ont fait en fait parce qu'elles n'avaient pas trop le choix. On a eu par exemple le full remote, le work from anywhere, pourquoi pas la semaine de 4 jours, etc. Et effectivement, fin 2022, on ferme les financements. Et 2023-2024, on rentre dans une nouvelle ère où il y a moins de cash. Et du coup, il faut rationaliser les coûts et chercher la rentabilité plus rapidement. Ce qui veut dire souvent, du coup, devoir, en tout cas, avoir une nécessité de faire grandir les équipes moins rapidement. Donc, du coup, moins besoin de recruteurs parce qu'en fait, les recruteurs sont là pour faire grandir. Donc les recruteurs ont un impact énorme quand on est dans des phases de growth, mais quand on est dans des phases un peu plus à chercher la rentabilité, ils ont effectivement un peu moins d'impact. Donc, finalement, après avoir posé un peu ce contexte, la réalité sur le remote, c'est que, effectivement, c'est un peu la douche froide. Je vais être assez transparent. Aujourd'hui, on a quand même un vrai retour au bureau. Donc, il y a très peu, je pense, d'offres vraiment full présentiel à Paris. Donc, vraiment, le 5 jours au bureau, ça, je pense que quand même, il y en a assez peu sur le marché. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'il y a effectivement un rythme hybride. Donc, en fait, il y aura 2 à 3 jours de remote par semaine. Mais ce qui oblige, en fait, la réalité, souvent de vivre dans Paris ou en Ile-de-France. En tout cas, quand on veut travailler dans l'écosystème tech, startup scale-up, voilà, je préfère toujours reposer le contexte parce que moi, c'est vraiment l'écosystème que je connais bien. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que si tu as déménagé à Marseille et que tu vas devoir faire la navette plusieurs fois dans la semaine, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est des sujets dont je parle avec finalement beaucoup de candidats parce que justement, dans l'époque phare où on a eu le work from anywhere, il y a beaucoup de candidats qui ont profité de déménager, ce qui peut-être correspondait sûrement beaucoup plus à leurs envies personnelles et ce qui est très bien. Et j'aurais souhaité qu'on continue, en tout cas, dans cette tendance-là, parce que je pense que vraiment le métier de recruteur, c'est un métier qui, sur le coup, peut quand même s'exercer beaucoup en remote. Mais il y a une réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un recruteur qui est à Marseille ou en Creuse, aujourd'hui, peut avoir des difficultés à trouver en tout cas un emploi dans le monde, dans l'écosystème Startup Scale-up. Attention, ça ne veut pas dire que sa carrière est terminée. Je pense qu'il y a sûrement des jobs super intéressants à prendre en région, mais du coup, peut-être en dehors de l'écosystème Startup Scale-up. Il y a quand même beaucoup de grands groupes, il y a des PME hyper ambitieuses qu'on peut avoir clairement en dehors de Paris. Et après, il y a aussi potentiellement la porte du freelance qui peut être une piste. Parce que nous, ce qu'on constate avec Paper, c'est que on a des clients qui cherchent à la fois en simultané des recruteurs en freelance et des recruteurs en CDI. Les recruteurs en CDI ont l'hybride, donc ils doivent être au bureau quand même 2-3 jours dans la semaine. Par contre, les recruteurs en remote, en freelance peuvent être en full remote. Donc du coup, il y a vraiment une distinction sur ces deux profils. Ils acceptent du full remote sur le freelance. Tu le vois là aujourd'hui du point de vue de tes clients qui proposent ça, quoi. Ouais, ce qui peut avoir du sens parce qu'en fait, le freelance, il est là pour, effectivement, comme je disais en introduction, être là pour un quarter, peut-être pour 2 quarters, mais il n'a pas forcément vocation à être là plus longtemps. Ouais. Et là, quelle tendance tu vois là sur ces personnes qui sont en région? Est-ce que tu parlais de grosses PME ou de boîtes qui marchent? Est-ce que tu les vois un peu partir dans ce type d'organisation? J'imagine que s'ils ont travaillé dans la tech, ils arrivent avec une vraie valeur ajoutée pour ces boîtes, pour créer un dynamisme. Ouais. Alors, ça peut être un vrai avantage. Après, il y a quand même toujours, j'ai l'impression, des différences entre le monde très corporate et le monde de la startup scale-up où c'est vrai que les prises de décision sont quand même souvent plus rapides dans la startup scale-up. Donc, on peut être un peu dérouté au démarrage quand on arrive dans une boîte corpo où il faut effectivement avoir une autre approche, je pense en tout cas, une autre posture. Mais c'est clairement quelque chose qui est possible. Et
Là, tu avais émis 2 points, qui est la rationalisation des équipes talent acquisition. Et après, on passera au retour du profil full stack. Est-ce que tu peux nous parler là un peu de la tendance sur la rationalisation? Ouais. En fait, bon, la rationalisation des équipes talent et effectivement le retour des profils full stack vont assez ensemble. Comme toujours, en tout cas dans les startups scale-up, on aime bien s'inspirer de potentiels startups scale-up qui ont encore mieux réussi. Donc, on s'inspire de qui? Souvent, on s'inspire des GAFAM. Donc, on va regarder un peu ce que peuvent faire aujourd'hui un Facebook, un Amazon dans les équipes talent acquisition. Et en fait, il y avait un constat qui avait été fait, c'est que ces entreprises-là avaient décidé de surspécialiser leur équipe talent. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans une équipe talent, tu avais effectivement différents rôles. Donc, tu pouvais vraiment avoir les sourceurs, donc vraiment les personnes qui allaient travailler en amont du process de recrutement, qui allaient vraiment travailler sur la partie identification, prise de contact, mais qui allaient s'arrêter vraiment à la préqualification téléphonique. Les recruteurs, qui allaient vraiment s'occuper du process de recrutement, de l'évaluation jusqu'au closing. Et après, entre tout ça, on rajoute d'autres profils. On rajoute à l'époque beaucoup les talent coordinateurs, les coordinateurs, les talent ops, qui eux pouvaient même parfois, encore plus que les recruteurs, être garants de l'expérience candidat. Donc, ça pouvait être des choses toutes bêtes, ça pouvait être s'assurer que les salles d'entretien étaient, en tout cas quand on faisait entretien physiquement, étaient bien réservées pour que le candidat soit accueilli dans la bonne salle. Ça pouvait être faire des follow-up entre les différentes étapes avec les candidats, etc., etc. Et on pouvait après sur ça encore acheter d'autres rôles, hein. Je pense que le RecOps finalement était un autre rôle. C'est-à-dire que vraiment une personne qui est très focus sur l'ATS, sur le nurturing, sur les outils. On avait des personnes qui étaient même focus sur le training de l'ensemble de l'équipe TA. Donc bref, on avait vraiment surspécialisé l'équipe. Et après, chez les recruteurs ou chez les sourceurs, il y avait aussi bien sûr des personnes qui étaient spécialisées en fonction des profils à recruter. Donc, tu avais des sourceurs peut-être plutôt tech, des sourceurs sales. On a eu, et parfois on a eu vraiment dans la tech des sous-divisions. Donc, le recruteur qui allait vraiment faire du dev back-end, du dev front-end, le recruteur qui allait faire les rôles exécutifs, etc., etc. Et on a eu effectivement une pléthore de rôles. Je pense que ce qui a du sens, ce qui a même beaucoup de sens dans des phases de growth, parce qu'en fait, en spécialisant les gens, on les rend bien sûr bien plus pertinents, bien meilleurs. Là, la réalité, c'est que comme on est beaucoup moins dans une phase de growth, en fait, on est en retour du profil que j'appelle un peu full stack, à qui on demande de faire tout. Donc, on lui demande de faire son sourcing, on lui demande de faire ses entretiens, son closing, et effectivement, de faire... Donc, du coup, ça donne une plus grande... Au final, pour le talent acquisition, c'est intéressant parce que ça donne aussi une plus grande variété de tâches. Et ça va peut-être aussi lui donner l'opportunité d'être aussi sur la technique, sur le tooling que tu évoquais tout à l'heure, et de reprendre un petit peu d'air aussi autour de ça, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est un avantage? En fait, oui et non, parce que c'est ce que je disais en introduction aussi, c'est que on aimerait qu'un recruteur soit bon sur toutes les parties. Voilà, on aimerait que le recruteur soit un très bon sales. On aimerait qu'il soit un très bon marketeur. On aimerait qu'il soit très bon sur la partie tooling. Je pense que c'est impossible. On a forcément des affinités. On est forcément meilleur sur quelque chose. Et donc, la réalité d'un recruteur généraliste, c'est qu'en fait, ça va être un bon recruteur. Est-ce qu'il va être très bon? Ça sera peut-être un peu plus différent. Après, par contre, c'est vrai que j'ai des candidats qui me disent qu'ils préfèrent clairement être full stack parce que, du coup, effectivement, comme tu dis, comme tu viens de dire, c'est peut-être un peu plus stimulant intellectuellement parce que tu n'es pas cantonné à une partie du processus de recrutement, tu n'es pas cantonné à un skills et du coup, tu peux travailler un peu sur tout. Par contre, ça peut quand même conclure un peu parfois au burn-out aussi. Bon, c'est un grand mot le burn-out. Je n'ai peut-être pas dû l'utiliser parce que c'est quelque chose quand même de un peu très sérieux. Mais en tout cas, ça peut conduire à des recruteurs, en particulier dans des startups early stage où ils sont tout seuls. Ça peut quand même conduire à des surcharges de travail parce que on leur demande de faire du sourcing, des entretiens, de travailler sur l'ATS, de former les hiring managers. Et ça peut effectivement faire beaucoup de travail. Tiens, il y a une super question là. Les postes de Talent Ops, RecOps, est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste dédié à 2-3 licornes parisiennes ou licornes européennes dessus? T'en vois souvent?
Euh, je pense que c'est un mouvement qui est assez jeune, juste déjà dans la terminologie. Je pense que le mot récop, c'est quelque chose qu'on voit il y a peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans. Mhm. D'ailleurs, il y a un Slack, parce que bon, je parlais de Recruiter Kitchen tout à l'heure, mais il y a un Slack qui s'est lancé sur vraiment le Recops, sur vraiment cette niche, et le contenu est super intéressant. Donc voilà, je ferme juste la parenthèse sur ça. Mais c'est vrai que sur le Recops, la réalité, c'est que déjà, on en revient sur quelque chose d'évident, c'est qu'on ne va pas chercher un Recops dans une startup early stage. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, ce Recops, évidemment, il va faire qu'une partie de ce qui va être attendu par les fondateurs. Donc le Recops, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut effectivement le trouver dans certaines scale-up. Certaines scale-up qui ont fait le choix de rester sur un modèle où les équipes sont quand même plutôt spécialisées. Et la réalité, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Je sais que chez Conto, ils ont effectivement un Recops, je crois. Mais effectivement, il y a une réalité, c'est quelque chose de pas encore très très présent dans l'écosystème. Par contre, je pense que quelqu'un qui a envie d'aller sur le Recops, ça reste dans tous les cas une bonne idée. C'est-à-dire que ça vaut le coup de se former au Recops, ça vaut le coup d'être meilleur sur la partie tooling. Pourquoi pas se lancer freelance et essayer d'aller vendre à des startups scale-up cette partie-là. Mhm. Ou effectivement attendre peut-être que le marché reparte un petit peu et aller chercher ces postes-là. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant parce que si on fait le parallèle avec les sales que nous, on connaît bien, un sales ops, quand nous, on a démarré, ça n'existait pas en France. En 2018, 2019, ça commençait tout juste. Aujourd'hui, dès que tu commences à avoir une quinzaine ou une dizaine de commerciaux, tu t'équipes automatiquement d'un sales operations. Alors que quand j'étais chez LinkedIn, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, on a eu directement un sales ops. C'est-à-dire que dans les boîtes internationales, tu es directement équipé. Donc, du coup, c'est sûrement une tendance qui va arriver sur la partie talent acquisition dans les années à venir. Ouais, Et toi, tu la vois aussi, cette tendance côté sales, ah Clément, c'est ce que bah, j'ai pu moi, je pense partager que sur la partie terre. ouais, en fait, le parallèle, c'est que les sales ont peut-être 2, 3 ans d'avance sur la partie talent acquisition. C'est normal, les équipes sont plus importantes. Mais je pense que, en fait, moi, je l'ai vu à partir de 2020, tout le monde s'est équipé dans Sales Operations, ce qui n'était pas le cas ou réservé à 2, 3 grosses boîtes sur le marché. Aujourd'hui, la première fois que j'ai travaillé dessus, il y avait 50 Sales Ops sur le marché. Aujourd'hui, donc, je dirais 2019-2020, aujourd'hui, tu dois avoir 600-700 personnes. Donc, du coup, ça va suivre, à mon avis, les mêmes tendances sur ta partie, quoi. Ok. Top. Bon, bah, du coup, maintenant, on va passer au dessert. Et c'est ce qui va vous intéresser grandement. C'est la partie salaire. Est-ce que tu peux nous donner un peu un tour d'horizon des salaires? Parce que là, je sens que tu vas captiver l'audience. Ouais. Du coup, passons au dessert. Sur les salaires, bon, pareil, je suis pas là pour plomber l'ambiance, hein, mais je pense qu'il faut être assez réaliste. Du coup, moi, je parle des recruteurs depuis 6 ans, c'est vraiment mon quotidien. Donc, je pense que les salaires, j'ai plutôt bien ça en tête. Il y a quand même une réalité, c'est que je pense que depuis donc 2 ans, depuis cette période 2023-2024, qui est un peu moins florissante pour les recruteurs, il y a clairement une baisse. Et cette baisse, je l'évalue à peu près à entre 15 et 20%. Donc c'est vrai que ça peut poser des problèmes pour des personnes qui avaient pris un gros gap salarial pendant la période FAST, parce qu'ils peuvent se retrouver aujourd'hui avec des packages assez élevés, potentiellement, et c'est souvent par des échanges que j'avais avec des recruteurs, hein, potentiellement avec des crédits immobiliers, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais des choses très du quotidien, et du coup qui se retrouvent dans des situations où en fait ils ne peuvent pas bouger, parce qu'en fait ils ont un crédit à honorer tous les mois, et du coup c'est assez compliqué. Donc il y a une réalité, c'est qu'effectivement il y a quand même une baisse de 15-20% sur les salaires. Donc après, si on veut rentrer un petit peu en détail, c'est un peu l'idée. Donc on a en tout cas fait à peu près 5 endroits où on pourrait en tout cas exercer le métier de recruteur. Un des endroits où je pense que c'est encore le plus lucratif pour exercer le métier de recruteur, c'est finalement le cabinet de recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cabinet de recrutement, on a souvent ce rôle de consultant. Donc, consultant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut à la fois trouver des clients, trouver des missions de recrutement et produire ces missions de recrutement. Donc, on a souvent ce rôle de 360.
Ce qui veut dire qu'en fait, le rôle de consultant en recrutement, le rôle de recruteur en cabinet, c'est un rôle qui est finalement assez commercial et qui du coup fait que dans son package salarial, on a une partie variable souvent importante. Et c'est souvent effectivement dans les cabinets de recrutement qu'on peut avoir c'est très très large comme fourchette. On est souvent sur des salaires fixes qui sont assez faibles. En tout cas, sur un profil junior, on peut parfois avoir des salaires fixes autour de 25 000. Mais on peut parfois aller jusqu'à doubler, voire tripler pour les meilleurs leur salaire. C'est pas impossible de croiser des recruteurs qui en cabinet, parce qu'ils vont réussir à facturer entre 200, 250 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, prennent des salaires de 80, 90, 100 000 euros. Les sociétés de RPO, bon, c'est souvent rattaché au cabinet de recrutement. Donc, c'est vrai que le RPO, juste pour rappel, c'est le Recruitment Process Outsourcing. C'est juste un mouvement qui a été assez fort, déjà il y a plus d'une trentaine d'années, donc c'est pas du tout récent, le RPO. C'était à l'époque beaucoup les boîtes de pharma qui, du coup, sont passées par des cabinets de recrutement anglais. Et ces cabinets de recrutement anglais leur mettaient à disposition leurs consultants en recrutement. Donc, les consultants en recrutement étaient salariés de ce cabinet de recrutement anglais et ils étaient mis à disposition via en général un taux jour, du coup, à ces boîtes de pharma. Donc, c'est vrai que les salaires sur la partie RPO sont un peu plus faibles, même si on est pourtant souvent salarié aussi d'un cabinet de recrutement, parce que, évidemment, la partie commerciale est plus faible. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est souvent le cabinet, les dirigeants ou potentiellement d'autres des business développeurs qui apportent le business et c'est le consultant qui après du coup est staffé chez le client et produit l'émission. Donc il peut être en général récompensé par un bonus en fonction d'OKR. Donc par exemple, est-ce que tu as staffé le plan de recrutement qui était prévu par le client? Est-ce que tu as atteint un objectif qualitatif? Mais c'est vrai que la partie variable est beaucoup plus faible. À contrepartie, du coup, la partie fixe est un peu plus élevée. Ce qui peut paraître logique parce qu'au final, il y a moins de notions de performance que sur un cabinet de recrutement et donc du coup moins de variabilité du salaire, quoi. Et c'est assez intéressant ce que tu dis là sur le RPO venant des cabinets anglais. Là, il y a une tendance forte sur les cabinets anglais de passer presque même full RPO. Versus cabinet de recrutement plus traditionnel parce que il y a moins de mandats très certainement. Les UK, ils ont perdu, ils ont divisé même plus que par deux le volume de recrutement dans la tech. Donc automatiquement, il y a des changements qui se sont opérés. Ok, et donc du coup, tu es en train de nous dire là, si je lis bien le slide, que tu peux faire beaucoup d'argent en indépendant, c'est ça? Et après, tu peux effectivement faire encore plus, je pense, d'argent en indépendant. Parce qu'évidemment, lorsque c'est toi-même qui rentre ta mission de recrutement, cette fois-ci, tu prends 100% de ta facturation. VS en cabinet de recrutement, où évidemment, tu prends qu'une partie de la facturation, vu qu'après, il faut payer les charges du cabinet. Après, attention, la réalité du recrutement indépendant, je crois qu'il y a eu pas mal de rapports qui sortent un peu tous les ans. Je ne sais plus de quel collectif, mais la réalité est quand même beaucoup moins rose. Je pense que la réalité du recrutement indépendant, c'est plutôt des gens qui aujourd'hui facturent entre 60 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, attention, sur 60 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors ça dépend si on est en micro ou en entreprise, on ne va pas détailler ça, mais finalement, ce n'était pas autant que les chiffres. Par contre, effectivement, en recrutement indépendant, on peut avoir des gens qui, par exemple, étaient top performers dans des cabinets de recrutement quand ils étaient en CDI. S'ils passent en indépendant, qui conservent leur portefeuille de clients, là, on est sur des gens qui peuvent gagner très, 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 très bien leur vie parce que c'est des gens qui peuvent aller facturer 250, 300 000. Et là, effectivement, par contre, construire des choses quand même assez intéressantes. Il faut quand même le préciser, c'est pas du net. Ouais. Non, voilà, faut quand même payer les impôts. Mais voilà, si on n'est pas trop mauvais sur ces sujets d'optimisation, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Et après, dans le recrutement indépendant, effectivement, tu as ceux qui vont faire le choix de faire des missions de chasse, ce qui, en général, est ce qui rapporte le meilleur retour sur investissement. Et ceux qui vont effectivement aller plutôt sur le RPO, le freelance, donc des personnes qui vont plutôt avoir un intérêt à aller dans des entreprises sur des missions de 3 à 6 mois, ce que nous, du coup, on fait avec Pepper. Ok. Et donc en startup, là pour finir, startup et corporate, là, qu'est-ce que tu vois sur ces salaires? Ouais, je pense que c'est vraiment sur les startups que j'ai vu les plus grosses baisses.
finalement, les cabinets de recrutement n'ont pas été si impactés que ça, hein. Ils n'ont pas baissé les salaires fixes qui sont déjà quand même relativement bas. Ouais. Donc en startup, c'est là où j'ai vraiment vu les plus grosses baisses. C'est-à-dire qu'en 2022, ça m'est arrivé de faire des propals à des candidats qui avaient 4-5 ans d'expérience et qui prenaient 60 ans fixe. Ouais. Ça, c'est fini. C'est C'est fini, ouais. fini. C'est fini. Ça, aujourd'hui, quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience, je pense qu'il peut prendre autour de 50. Donc ça a D'accord. du sens, ouais, c'est les 20% ouais, que je disais. Mais voilà, il y a une réalité, c'est que les salaires ont bien baissé. Et c'est qu'il y a finalement encore peu de place en fait en startup scale-up. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand aujourd'hui une startup scale-up ouvre un poste de recruteur, en fait la réalité c'est que j'ai un client qui est une scale-up européenne, même mondiale aujourd'hui. Ils m'ont partagé récemment par curiosité. Ils ont mis en ligne leur funnel de conversion. C'est des chiffres qui font peur, hein. C'est encore pour plus plomber l'ambiance juste avant d'aller manger. Ils ouvrent un poste de recruteur sur la partie go-to-market, donc sales, market, voilà, les profils que tu devras recruter en tant que recruteur. Ils reçoivent 800 candidatures. Ouais. Ils font 40 phone screen côté recrutement. Ils en envoient 6 côté high manager et ils font finalement une offre. Mais ils ont reçu 800 candidatures. Ah ouais. Donc voilà, et ça c'est une scale-up voilà qui est Assez sortie du connu, Next ouais. 40 parce que voilà assez connue, mais donc c'est vrai que c'est une réalité quoi. Aujourd'hui il y a pas beaucoup de place sur le marché et donc bah effectivement c'est évidemment soit les meilleurs, soit ceux qui vont correspondre le plus à la job desk, soit ceux qui seront sur des niveaux de salaire peut-être plus bas qui feront effectivement la différence. Ouais. Donc en startup aujourd'hui, un recruteur qui a 4-5 ans d'expérience peut se positionner entre 50 et 55. Des recruteurs qui auraient plus d'expérience peuvent aller effectivement chercher des salaires plus élevés, mais il faudra aller justifier une expertise sur, par exemple, des niches. Par exemple, je suis exécutif recruteur. Effectivement, on peut avoir des salaires intéressants ou effectivement des postes de manager, de directeur. Mais il faut que du coup, il y ait eu un peu ce jeu de chaise musicale qui est pas très actif actuellement dans l'écosystème. Il faut que dans une scale-up, un directeur soit parti, quoi. Hmm. Et d'un point de vue PME corporate, là, tu vois quand même, c'est moins payé que sur la C'est moins partie. payé, mais du coup, il y a plus d'avantages. Ouais. Il y a souvent plus d'avantages en nature ou en cash. Ça peut être plus VRTT, ça peut être un plan d'épargne entreprise. Donc finalement, il faut quand même relativiser tout ça. Et ça peut être des conditions de travail qui sont aussi plus faciles. Alors pas plus faciles, mais peut-être un peu moins exigeantes que dans les startups. Donc D'accord. finalement, tout ce qu'on pense. On gagne peut-être moins en cash, mais on peut peut-être y retrouver des conditions de travail plus intéressantes. Et être dans des positions peut-être plus agréables parce que moins soumises au changement de marché. Et ok, ben écoute, c'était très clair, Benjamin, sur ces petits nuggets de savoir combien on peut être payé dans l'écosystème et c'est quoi les opportunités, quelles sont les opportunités. Maintenant, on va passer aux questions. Là, tu vas te faire bombarder de questions. On avait déjà une première question alors là, qui est assez pointue sur comment freiner ce mouvement d'hyperspécialisation et d'exigence demandée par les entreprises, couplé au phénomène de baisse des salaires par les entreprises aujourd'hui. Comment, en fait, on articule ce mouvement de je me suis over spécialise et en même temps, il y a une baisse des salaires, donc du coup, il y a moins d'expertise. Comment tu vois la chose? Et c'est Ludwig qui nous pose la question. Ouais, Ludovic. Je lui passe le bonjour. Je la connais bien. Bref, je pense que c'est une bonne question. En fait, je pense que la première question qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment souhaitable de freiner ce mouvement d'hyperspécialisation? Moi, je ne suis pas forcément convaincu qu'il faut le freiner. Par contre, il y a un contexte auquel il faut s'adapter. Et ça, c'est sûr que, en fait, je pense qu'il y a une réalité qui, pareil, encore est dure à entendre en tant que salarié. Parce que je pense qu'en tant que salarié, on se pensait quand même très protégé avec le CDI, etc. etc. Mais finalement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut, en tant que salarié, je pense, avoir cette idée d'être un peu son propre entrepreneur et il faut s'adapter au marché. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire que finalement, salarié, c'est freelance, entrepreneur, en fait, peu importe.
C'est comment aujourd'hui on répond aux besoins d'une entreprise. Et donc, en fait, il faut s'adapter, il faut développer de nouvelles compétences. Donc, ouais, j'ai un peu de mal à répondre à cette question-là. Ouais, j'ai un peu de mal à répondre à cette question-là pour être Ouais, très c'est précis. le temps qui va le définir, quoi. C'est plus ça, le regain marché, plutôt sur 2026 ou le temps que les fonds se réalignent, pour les boîtes et heu, moi je le vois sur la partie commerciale, c'est-à-dire que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est plutôt dans une phase de rationalisation. Je pense que l'overdépense comme on l'a connu, bah, on le reconnaîtra peut-être, mais il faudra laisser passer quelques années. On est plutôt sur, essayer de retrouver la rentabilité, donc je pense qu'on sera toujours partagé entre la performance et la rationalisation, et il y aura un juste milieu en fonction de l'ADN de la société, quoi, qui va s'installer et il y avait une autre question qui était assez intéressante, sur, bah, en fait, aujourd'hui, les chasses sont assez volatiles, alors plutôt d'un point de vue, cabinet de recrutement. Donc du coup, est-ce qu'il faut, faire un acompte, de démarrage en ce moment? Parce que des fois, c'est un peu, pour voir. Et Ludwig qui nous repose une question. Quelle alternative on a pour mitiger le risque de pas travailler pour rien? C'est une bonne question. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Parce que moi, je pense que je vais Ouais, avoir une bonne opinion là-dessus. ouais, ouais. Moi, j'ai connu plusieurs phases du coup en tant que recruteur indépendant. Ça fait quand même du coup 6 ans que je fais ça. La phase qui était très positive, donc la phase 2020-2022, c'est très drôle parce qu'en fait, j'en étais arrivé à un stade où je refusais le retainer. Parce qu'en fait, j'avais une approche qui du coup était très candidat et pas client. Donc en fait, le candidat était roi. Donc en fait, moi, l'objectif, c'était d'avoir un candidat, lui présenter l'ensemble de, bah, pas l'ensemble, mais les opportunités qui pouvaient en tout cas lui correspondre, le closer avec ça et faire qu'en fait, il allait travailler en exclusivité avec moi. Et j'ai eu le cas de plusieurs candidats, effectivement, qui au final, j'ai présenté 3-4 opportunités. Ils ont dit, bah, OK, on arrête de postuler, on travaille qu'avec Benjamin. Et en fait, à la fin du process, ils avaient 3-4 offres. Ils choisissaient l'offre qui leur plaisait le plus. Ça, c'était dans un marché où, du coup, je pouvais gérer entre 10 et 15 mandats en simultané. Et donc là, évidemment, travailler au succès, je pense, ça a beaucoup plus de sens. Dans un marché qui aujourd'hui n'est plus du tout, en tout cas celui-ci, pour en tout cas moi, donc c'est-à-dire les recruteurs, j'aurais effectivement tendance à aller beaucoup plus pousser un acompte. Après, c'est effectivement difficile parce que on est sur un marché où justement les clients ont le choix. Donc en fait, moi je propose un acompte, peut-être qu'ils vont trouver un recruteur qui va vouloir bosser pour beaucoup moins cher, sans acompte. Donc on est effectivement dans un marché qui est dur et c'est OK en fait. Mais faut être prêt, il faut se préparer, il faut être toujours capable de justifier encore plus sa valeur, son expertise, son réseau, comment on peut en tout cas répondre à un problème du client. Effectivement, je pense qu'il faut switcher. En tout cas, moi, j'avais une approche du coup très candidate. Je suis revenu sur une approche très cliente. Ouais, sur cette partie, bah, c'est une vraie question qu'on se pose, presque au quotidien, même chez nous, chez Rocket. Nous, on a toujours été au succès, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on voulait pas, décevoir le client. C'est-à-dire qu'on est payé uniquement si, on est performant et ce qui me paraît, somme toute assez, justifié versus, bah, l'ancien modèle. Là, le marché nous pousse à faire, l'inverse, mais on est resté sur ça et moi, je pense que la clé, elle est sur la bonne qualification, du client. Plus on va bien qualifier, au bout d'un moment, les sociétés qui nous font travailler, pour rien, en fait, tu le sais assez rapidement, c'est toujours un peu les mêmes mécaniques, ils posent toujours un peu, ils te préviennent presque en amont qu'ils vont pas travailler avec toi et du coup, quand les mécaniques se répètent, bah, en fait, c'est d'éviter et le plus important, c'est presque de choisir ses clients. Alors nous, on a un peu ce luxe-là, mais c'est pour ça, c'est de bien qualifier. Est-ce qu'il y a un vrai besoin chez le client? Pourquoi ils externaliseraient alors qu'ils ont les ressources en interne? Et
c'est ce qu'on fait avec mes équipes là-dessus. Et du coup, on a encore deux dernières questions. Après, on vous laisse manger, même si pour toi, Benjamin, en Espagne, on mange beaucoup plus tard. Voilà. Avez-vous une idée des business models pratiqués par les indépendants avec le marché actuel? Est-ce que c'est du pourcentage ou du TJM? Ce qui nous fait une bonne transition. D'Éléonore. Ouais, je pense que du coup, en tant qu'indépendant, c'est à toi effectivement de fixer comment tu as envie de travailler. Donc c'est sûr que moi, j'ai vraiment tout testé, hein. Je me suis amusé et je pense qu'il faut prendre le jeu d'être indépendant comme effectivement aussi un jeu, quoi. Donc on est là pour essayer des choses, on est là pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de nos clients. Et donc faut s'adapter. Donc est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse? Je pense pas. Je pense que moi, je parle à beaucoup d'indépendants et encore plus via du coup depuis qu'on a lancé Paper. Et c'est vrai qu'on a vraiment deux types d'indépendants. Donc, on a des indépendants qui vont travailler plutôt au TJM. Je pense que ça leur apporte aussi une certaine forme de sécurité parce qu'en fait, ils savent que mensuellement, ils vont facturer tant. Et d'autres qui vont peut-être plutôt travailler au pourcentage. Donc, en fait, au pourcentage, c'est-à-dire quoi? C'est souvent des missions de chasse. Donc, un client qui confie un besoin très spécifique, tu vas chasser donc, pour trouver ce besoin spécifique et tu factureras un pourcentage du salaire en général du candidat recruté sous la forme d'honoraires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Et même dans le TGM, on peut s'amuser. Dans le TGM, moi, je sais que j'avais par exemple des clients qui étaient un peu voilà, qui n'étaient pas très bien réactifs à mon TGM, qu'ils trouvaient sûrement trop élevé. Bah, du coup, ce que j'ai proposé, c'est de proposer un TGM plus bas. Par contre, de prendre une partie variable, une partie de bonus en cas de recrutement. Et d'ailleurs, au final, sur cette mission de freelance, j'ai gagné plus parce qu'en fait, je me suis retrouvé à faire 2 recrutements par mois et en fait, j'ai gagné plus que le TJ M que j'avais initialement annoncé. Donc, je pense qu'il faut être créatif, quoi. Sur ça, franchement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Faut tester, faut écouter le client, faut poser des questions, faut essayer de. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez bien formé en tant que recruteur indépendant, hein. Faire un bon rendez-vous découverte avec un client, on n'est pas formé. Je pense que ça, c'est un sales, normalement, c'est le faire. Mais un recruteur, faire correctement un rendez-vous découverte avec un client pour comprendre sur quoi on peut jouer pour nous proposer la meilleure offre, c'est effectivement pas simple. Et allez, dernière question, mais là, tu nous la joues en 3 mots, parce qu'il faut qu'on lâche tout le monde. Que conseilles-tu entre salarié ou freelance? Ouais. Freelance? Moi, freelance, mais parce que ça, mais du coup, c'est pas un conseil que je donne parce qu'en fait, je réponds À ta aux objectifs problématique, quoi. ouais, aux objectifs de vie que j'ai eu envie. Je pense que encore une fois, c'est encore une réponse de Marseillais et alors c'est pas du tout, c'est pas très bien ce que je viens de dire. C'est le plaisir en Espagne. J'ai perdu mes expressions françaises et du coup, je les utilise à mauvais escient. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, j'encourage des gens à prendre un CDI si finalement, dans le moment de leur vie, c'est une bonne décision. Parce que ça peut apporter effectivement un peu plus de sécurité pour, par exemple, un crédit immobilier, pour peut-être fonder une famille. Un CDI peut être aussi une super opportunité parce qu'en fait, on a hyper bien fité avec les fondateurs, le projet, l'équipe, etc., etc. En fait, go, quoi, peu importe. CDI ou freelance, en fait, on s'en fout. L'essentiel, je pense, c'est de trouver la mission, ou en tout cas le poste sur lequel on est content de bosser, quoi. Bah, génial. Mais en tout cas, un grand merci à tous vous étiez quand même 206 personnes sur la Okay, wow. masterclass. Donc, du coup, on voit que ton knowledge, ton savoir, Benjamin, a intéressé les gens. Donc, en tout cas, un grand merci de votre participation. Et puis, surtout, un grand merci, Benjamin, à toi, de t'être prêté à l'exercice. C'était fort intéressant de comprendre ces tendances et de savoir ce qui se passe dans les salaires. Donc, merci beaucoup à toi. Ouais, merci à tous, c'était vraiment un plaisir. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vois en particulier Arnaud que je connais bien. Je vais t'écrire sur, sur WhatsApp. Et j'écrirai aussi, je vois François qui avait partagé des statistiques super intéressantes qui vont dans le même sens que celles que j'ai partagées tout à l'heure. 878 candidatures chez Ubisoft reçues pour un poste de TAM. Donc Ah voilà, ouais. c'est ça la réalité du marché. Mais merci à tous, c'était vraiment génial. Je passais un super moment. Merci à toi Clément. C'est top. Merci. Allez, bon appétit à tous. Bon app. Ciao. Ciao.